Les plus âgés d'entre nous s'en souviennent. Les plus jeunes vont la découvrir. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer l'Opel Coupé GT 1,9 litre. Jean-Pierre, quand on s'est rencontrés il y a 3 semaines, ouais. Tu m'as dit que cette voiture-là, tu l'avais achetée il y a 46 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé cet achat-là? 47 ans. Oh, ça fallait une voiture rapidement. Il se trouvait qu'un ami de mon papa avait cette voiture-là à vendre et voilà comment ça s'est fait. Pourquoi l'Opel 1,9 litre? Pourquoi le coupé? Pourquoi pas un coupé Alpha? Pourquoi pas une Matra 530? Pourquoi pas un Simca 1200S? Ben, tout à fait, mais parce qu'il s'est trouvé que c'était l'occasion. Et en fait, le vendeur m'avait fait un prix exceptionnel parce que son carburateur ne fonctionnait pas. C'était un peu la maladie de la voiture. C'était un carburateur Solex double corps. Et il commençait à être ovalisé. Et il m'a dit, écoute, puisque c'est ça, et puis que tu es un ami, il me l'avait vendu pratiquement moitié prix. Et en fait, le carburateur, ben, je l'ai changé l'année dernière, donc j'ai fait 41 ans avec. Mais elle est équipée avec quoi? Un Weber double corps, alors qui donne un peu plus de chevaux, et on doit gagner 3 ou 4 chevaux. Par contre, là, d'après ce que je constate, la consommation a aussi... Elle change. Ah ouais, je crois qu'elle a bien augmenté. C'est pas la même chose. Bon, enfin bon, comme je roule peu avec, j'accepte. Il y avait un peu plus de 100 000 voitures, oui, de ce type-là qui avaient été produites. 103 000. 103 400... 103 000 et quelques, ouais. Voilà. Produites en 5 ans. En France. Il y en a 250 à 300 qui roulent. D'accord. À l'amicale des entrées d'Opel GT, on a 400 membres. Donc on suppose que tous les membres ou presque ont une voiture qui est soit en restauration, soit roulante. Bon, ton auto, elle est complètement de série, à part ce petit détail de changement de carbu. Ouais. Et elle est dans sa configuration d'origine. Pas tout à fait, il y a les clignotants qui à l'origine étaient blancs et qui à partir de 1973, je crois, en Allemagne sont devenus obligatoirement orange. Et c'est tout ce qui a été modifié sur la voiture. Et puis le carburateur. De ce que je remarque, et puis de ce que j'ai lu aussi, faut pas non plus je fasse le fanfaron là-dessus, je connais pas tout sur la voiture. Beaucoup louaient la position du moteur, qui se trouve presque en position centrale. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il est reculé par rapport à l'essieu avant, oui. Et ce qui donne une tenue de route intéressante. On peut être surpris aussi, quand on s'intéresse aux voitures un petit peu sportives, ce qui étonne un peu, c'est la largeur des pneumatiques. Moi, je trouve que j'ai presque... Enfin, je ne vais pas dire que c'est des roues de vélo, mais c'est étroit quand même. Hein. Bah, c'est ce qui se faisait, dans ces années-là. Hein. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que c'est vraiment des gros pneus. Enfin, à grand flanc, oui. Oui, donc ça donne un peu du confort à la voiture. Oui, parce que derrière, c'est un essieu rigide, c'est ça. Ouais, ça. Cette auto-là, elle laisse pas indifférent quand on la voit passer. Bien sûr, elle attire le regard. Ça, c'est dû aux caractéristiques de sa ligne. Un capot très allongé, des arrêts de vivre, des galbes là où il faut, et puis surtout un arrière typique Corvette. La Corvette C3, c'est ça. Hein. Ah ouais. Bon, ça fait partie des parties de la voiture que j'aime le plus. Hein. Je vais raconter la belle histoire de l'Opel GT. À l'origine, il y avait une marque américaine qui s'appelait Corvair, société qui était un peu novatrice aux États-Unis parce que les moteurs arrière aux États-Unis, c'était quand même pas ça. Ils se sont dit, il faut quand même qu'on dynamise un peu notre image, et ils ont demandé au cabinet d'architecte Bertone, italien, de leur dessiner un concept car, une ligne fantastique, mais alors impossible à produire, quoi. C'était des voitures de salon et on n'en faisait rien. Cela dit, la direction de Corvair dit, ça c'est une idée, on va essayer d'en faire une voiture. Et ils ont sorti une voiture magique, belle comme on ne peut pas imaginer, qui s'appelle la Corvair Monza GT, qui a été sortie qu'à un seul exemplaire. Et là aussi,
difficile à produire. Et donc la direction d'Opel a dit, bah, puisque c'est ça, on va envoyer 4 ou 5 ingénieurs aux États-Unis pour essayer de piquer des idées là-bas. Et ces ingénieurs tombent sur le prototype de la Corvair Monza GT. Et ils rentrent en Allemagne. Et le patron du bureau s'appelait Erhard Schnell. Et c'est lui en fait qui a dessiné l'Opel GT. C'est pas les Américains. Et il l'a proposé à la direction. Et au miracle, la direction a dit l'idée est fantastique, on va la faire construire. Sauf que à cette époque-là, les chaînes Opel tournaient à plein et il n'y avait pas de place pour introduire un nouveau modèle, surtout de conception complètement nouvelle. Et là, au miracle, ils trouvent en France 2 sociétés qui se trouvaient libérées par la fabrication à l'époque de la Floride de Renault, qui était Chausson et Brissonneau et Lotz, qui étaient en région parisienne. Et donc, ces 2 sociétés ont postulé pour la fabrication de la carrosserie de la voiture. Chausson faisait l'emboutissage, pardon, et Brissonneau et Lotz faisaient l'assemblement de la coque et des équipements intérieurs. Des équipements intérieurs. Et quand c'était prêt, ça partait en train en Allemagne pour être terminé. Qui assemblait la mécanique alors. Voilà. Moteur. Alors moteur, c'est-à-dire quand c'est arrivé en Allemagne, ils ont pris sur les étagères le moteur de la Record. Et on posait ça dedans. Et ils l'ont mis dedans. C'est pas un peu chaud là, t'as pas la clim toi? Non, allez, on va ouvrir la vitre. Hein. Allez. Non, et puis là, la ventilation a fait ce qu'elle peut, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas l'île Dorée, la partie nord de l'île, c'est la partie la plus sauvage. C'est là aussi qu'on va rencontrer des marais salants. Ils viennent juste de finir la récolte. Jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à l'extérieur de la voiture. Je vous propose d'aborder maintenant la partie habitacle, l'ambiance. C'est noir, c'est noir. À côté du levier de vitesse, il y a un petit levier. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir à quoi il sert. Mais ça sert à sortir les phares. Donc c'est manuel, entièrement manuel. Entièrement manuel, mais il n'y a aucune assistance électrique. Tu peux nous faire la démo? On pousse, il faut pousser assez fort. Voilà, les phares basculent. Donc s'ouvrent, d'accord. Selon un axe longitudinal. Et pour les rentrer, on retire, et on retire, voilà. En gros, c'est quand même l'effet clic-clac, hein, d'après ce que j'ai entendu. Oui. On va le refaire. Attends, je vais le sortir. Effectivement. Et pour le plaisir. Ah oui. Bien. Et pour la particularité, c'est qu'on était habitué à voir ce type de phare-là, par exemple sur les Fiat X1.9. Oui. Ça ouvrait du bas vers le haut. Et la particularité de celle-ci, c'est que ça s'ouvre en basculant. Voilà. Horizontalement. Ouais. Alors, concernant le tableau de bord, moi je vois que ça ressemble quand même à un tableau de bord de voiture sportive. Hein. Il y a une bonne gueule. Hein. Et maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe vers l'arrière. On va y revenir tout de suite. C'est la soute à bagages. Oui, je parle bien d'une soute à bagages, car si on retourne sur la carrosserie, on va s'apercevoir que le concepteur a voulu ne pas polluer l'arrière de la voiture, le profil de la voiture et sa fluidité, et il n'a pas voulu s'encombrer d'une malle de coffre, et encore moins d'un rayon arrière comme on peut voir sur les MGB GT par exemple. Voilà, donc la question c'est de savoir
où on met ses bagages. Et bien vous l'avez compris, et je l'ai évoqué à l'instant, les bagages, ils vont derrière. Dans la route secours, imaginez le truc. Il pleut, vous crevez, vous avez besoin de changer votre roue. Je vous explique quoi. Avec quelques défauts, bien sûr, personne n'est parfait. À part son manque de coffre et son caractère trop paisible, l'auto de série, compacte, légère, bien profilée, agréable à mener, a le potentiel pour la rendre encore plus performante. Les préparateurs réputés de l'époque l'ont vite compris. En France, on en retrouve quelques-uns dans les rallyes historiques. Comment ça se passe? Pas mal. Ça va? On t'a dit, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ton moteur il tourne pas sur 3 pattes. Non, 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 non. C'est comme ça. C'est un 4 cylindres. Hein. Il est réglé comme ça. Il est réglé comme ça, c'est normal. Bon, la coéquipière, comment elle va Elle se aujourd'hui? débrouille bien, elle est en forme aujourd'hui, pas trop mal. Pas trop mal, il a dit. Pour l'instant, elle n'a pas fait d'erreur. C'est bon. Donc t'as le moral là. Ouais. Ouais, on te voit souriant, pas stressé. Non, non, elle n'est pas stressée aujourd'hui, elle est décontractée.